En ce début d'année 2024, je voulais quand même prendre un peu de temps pour essayer de faire une vision prospective, ou du moins imaginer ce que pourrait être l'avenir, en tout cas en France, au niveau de solar, enfin de la production solaire, et surtout de ce que Enphase nous prévoit pour les mois qui viennent, et en France. Pour cela, il y a bien sûr, on pourrait regarder sur jour un jour ce qui est publié par le fabricant, donc c'est tout à fait possible et ça permet quand même de voir pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu l'entreprise, de comprendre un peu le groupe qui est derrière et de l'organisation telle qu'elle est. Et ensuite, à partir de ce qui est déjà partagé au niveau de la plateforme, donc au niveau des outils de communication, imaginez un peu ce qui risque d'arriver pour nous, donc en tout cas pour les 12 prochains mois. Du moins, ça sera ma vision des choses, du moins ça sera ce que moi j'anticipe, de par un peu ce qui se pressent, de par l'organisation au niveau du marché français, au niveau des besoins français et au niveau du système européen, parce que la France n'est pas toute seule, mais c'est bien un marché européen dans lequel s'engage le fabricant, et du moins comprendre un peu à partir de ça ce qu'on va pouvoir sans doute voir, ce qu'on va voir arriver sur notre territoire très certainement ces prochains mois. Donc avant de commencer, ce qui est bon de savoir, c'est de comprendre le groupe. Donc comprendre le groupe Enphase. Le groupe Enphase, je me suis appuyé simplement sur la publication aux investisseurs. Donc je vous rappelle que Enphase est une entreprise cotée sur le marché américain, c'est-à-dire qu'elle doit communiquer auprès de ses investisseurs de manière régulière. Et à ce titre, en fait, elle fait une communication annuelle auprès des investisseurs, traditionnellement au mois d'octobre. Donc en l'occurrence, on a la dernière publication au mois d'octobre 2023. Ce qui est important de prendre par rapport à cette présentation, c'est déjà de comprendre un peu le marché, de comprendre le système Enphase. Donc le système Enphase, avant de tout, d'imaginer beaucoup de choses, voyons le premier bilan. La première chose à comprendre, c'est que Enphase, ce n'est pas un débutant dans le marché. Ils ont actuellement, aujourd'hui, donc du moins à la date du 30 septembre, parce que je crois que les dernières valeurs c'est le 30 septembre, donc on a au 30 septembre environ 72 millions de micro-onduleurs qui ont été livrés. 72 millions. C'est pas quelques appareils, c'est quand même une quantité qui est largement respectable, et le producteur est vraiment, enfin le fabricant est quand même assez globalement installé. Ça représente aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui est sorti depuis la plateforme Enphase Web, donc la plateforme de monitoring, on a aujourd'hui 3,8 millions d'installations dans 145 pays. Donc 3,8 millions d'installations, ça veut dire 3,8 millions de logements, de bâtiments industriels, commerciaux, etc. Donc, qui sont en action, basés sur des technologies Enphase. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose d'assez conséquent. Là-dessus, il faut faire attention parce qu'une partie des anciens matériels peuvent fonctionner en mode déconnecté, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être connecté à aucun système. Typiquement, les M-Series peuvent se mettre directement sur un plug-and-play sans aucun monitoring derrière, donc ils ne sont pas référencés dans leur plateforme. Mais quoi qu'il en soit, 3 800 000 installations au niveau mondial, ça commence à compter. C'est-à-dire c'est vraiment une entreprise qui a un rythme de production et un marché assez largement distribué sur surtout 145 pays, ça veut dire quand même qu'ils sont largement déployés au niveau mondial. Ce qui est important de comprendre, c'est mondial. La France est un pays parmi le reste. Donc on est un pays parmi 144 autres pays, et on est un pays avec un marché en ratio avec le reste des autres pays et des autres marchés. Donc les décisions faites par le groupe sont des décisions qui peuvent impacter tous les marchés, et pour lesquelles en fait certaines déviations ou certaines divergences de besoins en termes d'utilisation, d'exploitation, etc. peuvent expliquer pourquoi on a certaines déceptions par rapport à ce que le fabricant fait au niveau mondial. Mais c'est tout à fait logique parce qu'eux doivent anticiper au niveau mondial. Dernier point là-dessus, et je ne vais pas y rester 3 heures, c'est le revenu. Le revenu pour l'année 2022, c'est 2,3 milliards de dollars. C'est quand même une somme considérable. Ça veut dire que le groupe engrange de l'argent. Ce qui est important de comprendre, c'est pas qu'ils font de l'argent, c'est qu'ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir investir. Et c'est ce qu'on voit à travers le cash flow. Ça veut dire qu'ils ont une réserve d'argent pour pouvoir se permettre des investissements massifs dans différents choix qu'on verra un tout petit peu plus loin.
Ça, c'est très important à comprendre. Et on a pareil le revenu net income, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une boîte qui est largement bénéficiaire, qui explique justement qu'elle peut se permettre de se lancer sur des marchés tierces qui seront détaillés plus bas. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'équipe qui est derrière, je ne vais pas m'étendre non plus sur le gain des micro-onduleurs versus les onduleurs traditionnels. On les connaît tous, principalement c'est l'autonomie de chaque appareil et l'indépendance de chaque appareil par rapport au reste de la solution solaire. Donc, et puis une certaine isolation de chaque appareil par rapport au reste. Pareil, la différenciation, ce qui est important de comprendre, et c'est pas le cas de tous, donc c'est quand même assez important, c'est qu'ils ont quand même une intégration informatique qui est faite au niveau des composants. Donc informatique au niveau des appareils eux-mêmes, donc on a quand même des microprocesseurs, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur les concepts, ils travaillent sur des cartes mères, ils travaillent sur des systèmes qui ont une certaine intelligence, et par-dessus ça, ils ajoutent de l'intelligence secondaire qui est liée au logiciel et au système de monitoring, par exemple, donc l'organisation à travers la passerelle, donc l'e-gateway. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça permet de pouvoir avoir quelque chose de logique et de cohérent. Pour ça qu'il y a ce petit schéma sur le côté, c'est qu'on a la production solaire, elle n'est pas autonome. La production solaire est intégrée dans tout un cas d'usage au sein du foyer ou au sein du logement. Donc on peut avoir un véhicule électrique, on peut avoir justement des batteries, on peut avoir bien sûr des systèmes de consommation, mais on peut avoir une alimentation par le grid, ce qui n'est pas toujours obligatoire, on peut avoir du stockage, on peut avoir une génératrice, donc ce n'est pas quelque chose de très courant dans nos régions, mais dans d'autres régions c'est bien sûr beaucoup plus facilement déployé, et tout ça en fait va dans les deux sens. Ce qui est important, c'est dans quel sens. Là on a le consommateur qui est quelque part, mais le consommateur, donc c'est plutôt ici, peut avoir de l'utilisation par des systèmes énergétiques alternatifs, une véhicule électrique, donc ça typiquement c'est le bidirectionnel, c'est quelque chose qui va amener à arriver dans quelques semaines, le module import-export, donc là c'est l'export au niveau du grid, bien sûr le solaire ne fait que produire et le système de stockage permet d'entrer et sortir. Donc tout ça en fait, on est dans un foyer avec différentes options. Donc certains pays vont avoir une option, certains autres pays vont avoir toutes les options. Donc ça dépendra de votre propre installation, de votre propre configuration. La consommation se trouve ici, le réseau externe, donc le fournisseur d'énergie se trouve ici, le stockage là, et bien sûr les panneaux solaires par ici. Donc il faut imaginer la solution, donc la version logicielle, donc le software qui est derrière, est une composante de la plateforme, mais tout ça, tout ce système s'intègre à partir de la gateway. Donc la gateway, c'est vraiment le cœur d'intelligence de toute la plateforme parce que c'est lui qui va pouvoir décider à travers différents critères de faire la définition de la configuration, etc. va pouvoir s'organiser pour justement piloter ce bon usage, ce bon fonctionnement. On va pas rentrer en détail sur la partie performance, ça c'est vraiment purement organisationnel de l'entreprise, mais ce qui m'intéresse c'est celle-ci. Ce schéma, vraiment, est celui qui, pour moi, est le plus important pour nous, dans le sens où on voit la capacité de production. Alors ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a été tiré de la publication en octobre, donc c'est des données de septembre 2023. Donc septembre 2023, c'était il y a 3 mois aujourd'hui, 3 mois à peu près. Donc, ce qu'on voit là-dedans, dans ce schéma, c'est 3 choses. On a la capacité de production, la capacité de distribution et la capacité de stockage, enfin de gestion de tout ce qui est batterie. Donc déjà les batteries, toutes les batteries sont directement assemblées en Chine. Donc on est à Hangzhou ou à Guangdong, donc ils sont 2 territoires donc au niveau chinois, 2 villes au niveau chinoise qui sont spécialisées dans la gestion des batteries et donc du coup en phase à monter 2 unités de production dans cette zone. Pour le reste, donc ces manufacturing sites correspondent à la production des micro-onduleurs ainsi que tous les autres composants qui sont utilisés dans l'écosystème, donc la plateforme, la gateway, les armoires, etc. Et ça, on est assez distribué au niveau mondial. Donc on a des entités de production qui sont au Mexique, au Texas, en Californie, dans le Wisconsin, donc tout ça c'est sur le marché américain. Ensuite on a une capacité de production en Inde, une capacité de production assez récente en Roumanie, qui est destinée au marché européen principalement, et puis surtout une très grosse capacité de production sur le marché chinois. Pour le reste, ce sont des points de distribution. Alors ces points de distribution
centralisés, c'est-à-dire décentralisés sur un large territoire. Bien sûr, Floride, on a 3 points aux États-Unis, donc en Californie, Texas et Floride, qui sont les 3 gros, très très gros centres de consommation, enfin d'installation qui existent aux États-Unis. Mais après, au niveau européen, donc IMI, on se retrouve au niveau des Pays-Bas. En Chine, on a une très grosse entité de distribution qui est pour tout le marché asiatique, enfin principalement chinois, et puis après Sydney qui est tout pour le marché purement Australie et puis Nouvelle-Zélande, qui sont vraiment un marché très particulier. Donc du coup, on voit bien qu'on est très largement centralisé. Par contre, la production est assez bien distribuée, donc on a une capacité de production et c'est pour ça que la marque arrive à pouvoir fournir autant de matériel au niveau mondial. C'est parce que justement les centres de production sont assez largement distribués, hormis pour les batteries. Mais les batteries, l'usage et la demande est différente, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont obligés de déployer uniquement certaines parties des batteries pour certains marchés, c'est-à-dire que typiquement les nouvelles batteries que j'expliquerai plus tard, sont destinées principalement sur le marché américain aujourd'hui, marché américain, australien et Nouvelle-Zélande. Par contre, pour le reste, on bénéficie encore des batteries qui sont les 3T et les 10T pour tout le marché européen et puis dans tous les pays où les batteries sont distribuées pour la marque en face. Attention, en face ne distribue pas les batteries sur tous les pays. Il faut le savoir, tous les pays n'ont pas la capacité de pouvoir installer les batteries en face. Ensuite, si on descend sur la suite, on a globalement l'explication. Donc là, on retrouve un peu la logique du placement produit au sein d'un foyer. Donc, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce qu'Enphase est acteur pour un logement à installer ou une installation à installer? Donc, on a bien sûr la partie cloud, donc la partie Enphase applicative. Ça, c'est toute la solution qui aujourd'hui permet de gérer les données, stocker les données, pouvoir les manipuler, les présenter. Là, on a bien sûr les panneaux solaires. Ça, ce sont les micro-onduleurs qui sont sous les panneaux. Et ensuite, après ça, certains appareils sont disponibles dans certains territoires, pas forcément pour tous. Typiquement, ça, le combineur, est vraiment un appareil pour le marché américain, puisque le marché américain, enfin du moins anglo-saxon, est un marché particulier dans le sens où on a la possibilité de se mettre off-grid, ce qui n'est pas le cas partout. Au niveau mondial, typiquement en France, on n'a pas du tout d'installation off-grid. En tout cas, Enphase ne distribue pas la solution permettant de se connecter en mode off-grid. Donc ça, on a les différents composants qui sont installés et associés avec ce combinaire et le système contrôleur. Le système contrôleur étant vraiment le principe permettant de pouvoir mutualiser. Donc ça, c'est le câblage électrique du fournisseur d'accès qui arrive par ici. Et donc le combinaire est celui qui va permettre de pouvoir envoyer piloter les différents appareils pour savoir quand on doit stocker, utiliser, exploiter, etc., etc. Donc pouvoir discuter aussi bien avec la batterie qu'avec une génératrice électrique ou avec l'alimentation par l'extérieur. Donc tout ça, en fait, c'est lui qui va avoir l'intelligence derrière. On a ensuite la batterie, on a ensuite le système de gestion et puis le load controller qui sont les appareils de monitoring. Un petit point qui est ici particulier, et qui est le nouveau système de charge des batteries, de charge des voitures plutôt. Si on regarde bien, cet appareil ressemble il est assez proche de celui-là, donc et voire assez proche de celui-ci, mais en modèle 3T. En gros, tout simplement parce que les nouvelles batteries qui apparaissent ici, les nouveaux systèmes de charge pour les véhicules électriques, intègrent aujourd'hui des micro-onduleurs IQ8 et vont permettre de pouvoir faire du bidirectionnel. Donc ça, ce sont les nouvelles plateformes qui sont sur le marché américain aujourd'hui, mais qui arriveront très certainement dans les mois à venir sur les autres pays. On a bien sûr toute la logique des IQ8. Donc les IQ8 sont un marché qui est distribué, enfin des produits qui sont distribués dans quasiment tous les territoires. Enfin, tous les territoires où Enphase est présent et acteur. Donc on a bien sûr pour l'Europe un certain nombre de pays dont la France. Je parle principalement pour la France, je ne maîtrise pas tous les pays en Europe, mais on voit bien qu'on fait partie des pays où on a des IQ8. Le reste de l'Europe va être distribué mais dans les mois à venir. C'est-à-dire que le ouest de l'Europe continue à avoir à recevoir des IQ7. Et c'est pour ça que les IQ7 sont encore largement distribués. Moins en France parce que les IQ8 prennent la place, mais les IQ7 sont encore fabriqués et encore distribués sur certains territoires.
D'où le fait qu'on puisse continuer à installer des IQ7 sur ces installations résidentielles. Les IQ8P, alors ça c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Si on regarde bien, le format est bien différent techniquement. Donc là on a un IQ8, donc là c'est un modèle H, mais ils sont tous à peu près sur le même format. Par contre les IQ8P, donc toute cette gamme P, sont des IQ8 professionnels. Ils appellent ça les commerciales. Commerciales, ce sont principalement des gros appareils qui ont une logique pour aller sur des très grosses puissances. On voit par exemple qu'on on est 380, donc on va dire on va arriver à 400 watts dans quelques temps avec les nouvelles générations, mais là par contre on est quasiment proche des 500 watts. Ce sont des appareils destinés vraiment à un marché commercial. Donc en gros à des installations plutôt professionnelles sur des toits de bâtiments, bâtiments agricoles, bâtiments professionnels, etc., permettant de faire des très grosses installations. Dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que ce matériel est bien différent du matériel résidentiel? C'est parce que là, en fait, on s'en moque d'avoir des très grands panneaux. Dans des marchés résidentiels, en fait, les panneaux à plus de 500 watts ne sont pas des panneaux plus performants, ce sont simplement des panneaux plus grands, plus lourds, plus compliqués à mettre en place. Donc, sur des toits de résidence, c'est pas forcément le plus adapté. Par contre, pour du commercial, où là, on a par exemple une installation, des fermes solaires qui peuvent être montées sur des structures métalliques en plein champ, etc. Ces fermes solaires, en fait, d'avoir des panneaux à très grande taille n'est pas un problème techniquement, n'est même pas un problème d'installation, puisque l'installation est destinée à être comme ça. Par contre, de limiter le nombre d'appareils, donc d'équipements à mettre sous les panneaux, donc de micro-onduleurs, est quelque chose de vraiment optimisé pour eux. Deuxième chose, les IQ8P sont directement triphasés. Là, on est en monophasé, ou avec des installations potentielles, donc on va pouvoir mettre des câbles triphasés qui vont distribuer sur chaque phase un certain nombre de micro-onduleurs. Dans le cas des IQ8P, ce sont des installations directement triphasées, donc on est en multiphasé sur ces installations-là. Ensuite, on a bien sûr les batteries, et là je vais pas revenir là-dessus, mais on a deux types de batteries aujourd'hui. On a les distées, on a les anciennes qui ont disparu, bien sûr, elles ne sont plus du tout produites. Les 1.2, des générations d'IQ7, celles que j'ai à la maison d'ailleurs, ne sont plus du tout produites, ne sont plus du tout distribuées. On retrouve des reliquats, mais c'est principalement des reliquats de stock chez certains distributeurs. Donc si vous en trouvez, tant mieux pour vous si vous en avez besoin, mais c'est pas quelque chose que vous retrouverez facilement en neuf désormais. En revanche, au niveau distribution, donc ce qui existe aujourd'hui, ce sont les distés, les 3T et distés, première et deuxième génération. Attention, les première et deuxième génération, la différence principale, c'est le poids du matériel et puis la disposition des micro-onduleurs dedans. Les premières générations, les micro-onduleurs qui sont à la verticale, c'est-à-dire ils sont à perpendiculaire au mur, si vous préférez. Les nouvelles, donc la deuxième génération, les micro-onduleurs sont parallèles au mur, ce qui fait que l'appareil, la coque est plus fine. En fait, la coque est plus plate contre le mur, donc c'est principalement la différence. Les nouvelles générations qui apparaissent, donc ça on a première et deuxième génération, la troisième génération qui a été lancée aux États-Unis durant cette année, est un matériel vraiment adapté aux États-Unis à plusieurs titres, vraiment à plusieurs titres. C'est vraiment un appareil killer applicatif pour moi. C'est vraiment celui que, s'ils le sortent aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je regarderai vraiment beaucoup plus en détail. Pour une raison simple, c'est qu'il est optimisé pour des installations avec des gros consommateurs. Je m'explique. Quand on a une 3T ou une distée, la 3T ou la distée a une capacité de sortie qui est, ma foi, tout à fait intéressante, hein. Donc du coup on peut sortir beaucoup d'énergie, mais les utilisations à pic, c'est-à-dire des utilisations par exemple de climatisation, de pompe à chaleur, sont des appareils qui vont demander des très gros pics de puissance sur un très court moment. Ce genre de matériel répond moyennement à ce genre de besoin, et donc du coup typiquement c'est une des raisons pour lesquelles les Enphase a travaillé sur ça, et aujourd'hui ne propose ça que sur le marché américain, australien, Puerto Rico et UK, donc du coup les marchés qui sont à très forte installation de clim et de pompe à chaleur. Donc ça veut dire que ces appareils sont destinés à pouvoir supporter des très gros pics de consommation en très court terme.
ce qui n'est pas vraiment le cas dans ceci. Donc ceci justement, pourquoi est-ce que ce marché US est important et tout cela, c'est parce que ces marchés-là sont des marchés où on peut avoir du off-grid, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la déconnexion au réseau d'alimentation d'énergie, donc du fournisseur d'énergie. Et donc dans ce titre-là, si vous avez une clim qui se lance alors que vous êtes connecté que sur la batterie, en fait ça fait sauter les batteries. Tout simplement, ça les faisait déconnecter, donc du coup l'appel de puissance était trop fort par rapport à la capacité, donc du coup ça posait plein de problèmes de gestion, ce qui fait qu'il fallait multiplier les installations, ce qui explique pourquoi il fallait des très grosses installations de batteries sur certains logements aux États-Unis, principalement à cause de ces questions de clim. Avec celui-ci, justement, c'est beaucoup plus facile, parce que là, avec deux installs 5T, donc 2 blocs de 5T, on atteint la 10T, l'équivalent de 10T en capacité de stockage, parce qu'on est à 10 kg, bon an mal an, mais par contre, le pic de puissance est beaucoup plus élevé, ce qui fait que les clims peuvent redémarrer sans aucun problème sur ce marché-là. Donc vraiment, ça, c'est un besoin particulier, et celle-là, quand elle va sortir, elle va sans doute remplacer à terme ces trois-là, parce que la 3T, finalement, ils garderont peut-être la 3T et puis la 5T, encore que la 10T, c'est vraiment une accumulation de 3T, donc à voir. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un appareil qui est intéressant. Dernier point, encore un autre, quelque chose qui est aujourd'hui uniquement disponible aux États-Unis, ce sont les chargeurs de voitures. Donc Enphase a acheté un fabricant de chargeurs de voitures, donc ils ont intégré directement dans leur compagnie. Donc ce matériel se retrouvait, faudrait regarder le nom, je me rappelle plus quel est le nom de la boîte, mais c'est quelque chose qu'ils ont acheté il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, ils l'ont rebrandé. Ils l'ont intégré dans leur système de gestion, donc la partie applicative, donc ce qui fait que tout ça est connecté aujourd'hui et intégré au niveau applicatif. De plus, on a justement un monitoring justement par rapport à la surcharge, etc. Mais c'est monodirectionnel. Celui-là est monodirectionnel. Celle qui va arriver juste après, c'est celle-ci. Et donc là, on a un format complètement différent. Donc là, c'est un format qui est beaucoup plus proche de ce bloc batterie, tout simplement parce que ces appareils intègrent des IQ8. C'est ce qu'on voit justement expliqué ici. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir durant l'année aux États-Unis et qui, somme toute, devrait arriver dans quelques mois, donc peut-être en 2025, sur le marché européen. Mais ça, c'est vraiment nécessaire pour un usage très particulier, parce qu'on est en bidirectionnel, c'est-à-dire l'utilisation en véhicule to home ou véhicule to grid. C'est-à-dire le principe bidirectionnel, si on remonte dans ce petit schéma qu'on avait justement ici, c'est la possibilité d'avoir les deux flèches, c'est-à-dire la flèche qui vient de la fourniture d'énergie vers la voiture, mais de la voiture vers la maison. Donc ça, c'est vraiment la logique du bidirectionnel. Ce sont deux normes qui sont aujourd'hui validées, qui existent au niveau international. Seulement, le déploiement dans les véhicules, parce que les véhicules doivent être aussi compatibles V2G, V2H, c'est quelque chose qui arrivera sans doute en 2024 sur la plupart des fabricants. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Seulement certains fabricants intègrent ça, donc c'est principalement le marché coréen qui aujourd'hui propose ça au sein des véhicules. En tout cas, Enphase s'est lancé là-dedans et aujourd'hui va proposer justement ce système de charge d'énergie bidirectionnelle pour les véhicules. Pour le reste, ce sont des applications de gestion, donc l'énergie, et puis donc du coup après ils ont acheté certaines acquisitions d'entreprises. Donc ce qui nous intéresse nous, par rapport à ça, c'est qu'est-ce que nous on va avoir sur le marché européen. Donc pour ça, le mieux est de voir justement sur le site. Donc le site américain, moi je préfère toujours regarder au niveau du site américain et de regarder ce qui est possible au niveau des installateurs, parce que Enphase vend en direct, donc on peut acheter en particulier du matériel auprès des fournisseurs, mais l'axe principal de développement du fabricant, c'est principalement par les installateurs, puisque ce sont eux qui sont capables de pouvoir faire les installations aussi bien chez les particuliers que les professionnels. Donc pour ça, si on retourne justement sur le site web au niveau installateur, on retrouve à peu près ce que j'avais expliqué juste avant. Donc les micro-onduleurs, le stockage, le système de communication et les chargeurs électriques. Donc pour moi, les micro-onduleurs, il va y avoir vraiment deux axes particuliers, et c'est exactement ce que j'ai montré juste avant dans le PowerPoint. On va avoir deux gammes. La gamme des IQ8 normaux et la gamme des IQ8P, qui sont présentés un peu plus bas.
Alors, je sais plus où est-ce qu'il les montre dans cet écran. Non, ils doivent les montrer Business Owner. Alors. Voilà. Donc là, ça c'est la gamme des IQ8P. Et puis la gamme des IQ8, les IQ8 normaux. Donc les IQ8 normaux, aujourd'hui, on en est à plusieurs versions, donc je crois qu'ils en sont à la version H. Ça va sans doute s'améliorer parce que la capacité de production des panneaux solaires ne cesse que de croître, mais à un moment, la limite technique, en fait, elle existe, et donc du coup, l'augmentation se fait que par la taille des panneaux. Le problème de la taille des panneaux, c'est qu'on peut faire des panneaux qui font 3 mètres sur 4 mètres, sauf que les installateurs, ensuite, techniquement parlant, ça devient compliqué à installer. Donc c'est pour ça qu'on a un form factor qui est assez figé aujourd'hui. On est sur une gamme, une taille à peu près d'1 mètre, 1m10 de large, sur 1m80 de hauteur, ou 1m90 de hauteur. Ça fait quand même des panneaux à déjà 25-30 kg, qui commencent à être du panneau assez conséquent en termes de manipulation. Donc faut toujours penser que l'installation d'un panneau, c'est pas simplement quelque chose qui se fait facilement, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire en manutention, aussi bien à l'installation qu'à l'entretien ou la réparation. Donc des très gros panneaux deviennent très vite compliqués. Autant pour les professionnels, donc les installations de fermes solaires, c'est pas quelque chose d'un critère important. Autant pour les installations chez les particuliers, c'est quelque chose de non négligeable, parce que une installation avec 3 kg, ça veut dire 8 panneaux. Une installation à 6 panneaux, ça veut à 6 ou 9 kg, ça veut dire une quinzaine de panneaux. Donc c'est quelque chose de facilement exploitable. On voit bien là qu'on a 3, donc là on est parti pour installer quasiment 2 lignes de 8 ou 10. Donc on aura une installation quasiment 9 kg sur cette démonstration. Donc ce sont des choses qui sont vraiment importantes à comprendre, c'est-à-dire que, à mon sens, on va pas avoir de grandes révolutions sur les nouvelles versions de micro-onduleurs, parce que ils vont chercher à s'augmenter, mais globalement, même si un panneau 400, 420, 430 watts, on enlève 80%, on garde que 80%, parce que c'est vraiment la valeur standard justement de performance réelle au niveau du cas d'usage concret chez soi. Donc on va tourner autour des 380, 400 watts. Si on regarde bien les nouveaux panneaux des IQ8H, on est à peu près dans ces gammes de taille. Donc on va pas avoir de grosses révolutions sur les panneaux. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est justement la proposition de plus en plus importante d'intégration complète, c'est-à-dire aussi bien de production solaire, mais de stockage. On le voit d'ailleurs, la demande globalement est en train d'aller de plus en plus vers cette partie stockage, c'est-à-dire de pouvoir faire aussi bien la production que le stockage, d'avoir une installation complète. La troisième fournée correspond justement à la partie chargeur véhicule. Chargeur véhicule n'est pas quelque chose qui sont distribués aujourd'hui en France. Je ne pense pas que en phase, peut-être qu'ils vont proposer la version de base, c'est-à-dire la version qu'on voyait justement ici. Celle-là peut-être sera proposée puisqu'elle permet de pouvoir s'intégrer dans l'écosystème. Le problématique qu'on a sur le marché français et le marché européen, c'est qu'un marché, si on revient sur cette petite carte, qu'on a ici de fabrication. Ok. Donc on a un marché européen, mais on a des normes qui sont complètement différentes entre les différents pays, et ne serait-ce que des pays voisins. Des systèmes de production, des systèmes d'alimentation et d'autonomie sur les territoires qui sont complètement différents les uns des autres. Donc le marché européen n'est pas comparable du point de vue du fabricant, donc je parle en phase, n'est pas comparable au marché américain. Le marché américain, c'est un type d'installation, c'est un type de configuration, c'est une seule norme qui existe, bon normalement sur tout le territoire. Après, c'est des implémentations locales qui peuvent être différentes, ne serait-ce que par les producteurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie, mais globalement, la norme, c'est la norme américaine. En France, enfin en Europe plutôt, chaque pays a un certain niveau d'autonomie, un certain niveau de déviation par rapport à son voisin. La Suisse n'a pas les mêmes normes électriques que le système français. Le système belge est complètement différent du système français, etc., etc. Donc ça veut dire que quand le fabricant en tant que tel arrive sur le territoire européen, il est obligé de passer des certifications sur chacun des pays. D'où le fait que, encore aujourd'hui, si on regarde la distribution des IQ8 par exemple, donc les IQ8, on a en Europe que certains pays dans lesquels les IQ8 sont proposés. La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Pologne et la Pologne. C'est-à-dire que globalement, par exemple, la Belgique
n'a pas la proposition des EQ8. Donc la Belgique continue à recevoir des EQ7. Ils n'ont pas le droit d'installer, ils n'ont pas la possibilité d'installer justement ce matériel sur le territoire. L'Italie ne reçoit pas les EQ8 encore aujourd'hui. Donc la Grèce non plus, etc., etc. Des pays qui pourtant ont une production solaire largement intéressante, donc pouvoir tout à fait exploitable, n'ont pourtant pas l'opportunité de pouvoir installer des EQ8 à ce jour. Donc les normes de chacun des pays européens imposent aux fabricants de passer à chaque fois les certifications sur le pays en lui-même. La France a été un des premiers à recevoir les EQ8 pour une raison simple, c'est qu'on est un très gros marché résidentiel en termes de déploiement résidentiel pour les micro-onduleurs pour en face. Et on est vraiment un marché test, tout comme l'Angleterre. On est un marché où on a un très très fort développement justement du marché solaire. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont validé pour le territoire français plus rapidement que pour d'autres pays. Donc si je reviens, à mon sens, ce qu'on va avoir l'année prochaine, c'est bien sûr cette partie, donc les nouveaux, on va dire les dernières générations, mais on va stabiliser sur les EQ8. Sans doute, on va rester sur les H. Les EQ8+ vont sans doute disparaître au niveau commercial, de manière à laisser les EQ8A, je crois, les EQ8A et les EQ8H. Après, il y aura des variations avec des petites optimisations et des petits changements pour caler au mieux avec les nouveaux panneaux, mais ce ne sont plus des révolutions, ce seront simplement des améliorations techniques qui seront apportées sur les appareils existants. La deuxième chose qui va, comme je vous dis, ça sera pour les batteries. Donc pour les batteries, aujourd'hui, ce qu'on a, si on revient ici, au niveau stockage, ce qu'on a sur le territoire, et on voit qu'on a la France, on bénéficie justement de la possibilité d'utiliser les batteries, les 10T, les 3T, donc les première ou deuxième génération. Donc on a certains distributeurs qui proposent l'un ou l'autre. Alors attention, quand vous regardez, quand on vous propose justement du matériel, des batteries 3T et 10T, regardez bien quelle génération c'est. Hein. Privilégiez la deuxième génération, parce qu'en termes de finesse, en termes de poids, etc., c'est quand même du matériel qui est optimisé. Les batteries, les blocs batteries sont un peu plus fins, donc ça se cale bien mieux au mur. Ça change pas technologiquement grand chose, mais c'est quand même quelque chose de plus intéressant. Donc, tant qu'à faire, privilégiez les deuxième génération si vous pouvez. Il y aura sans doute une différence de prix, donc les premières générations seront peut-être pas un peu moins chères, mais si vous devez investir dans ces sommes-là, donc on est autour des 3 à 4 000 euros pour les 3T, autour des 10 000 euros pour les 10T, donc du coup, vous n'êtes pas à quelques centaines d'euros près. La 5P, j'espère que c'est quelque chose qui va arriver sur le territoire européen assez rapidement et qui sera validé sur le territoire français assez rapidement. C'est pour moi la solution la plus intéressante aujourd'hui sur notre territoire, parce que la 3T, en fait, elle est intéressante si vous n'êtes pas électrodépendant. Si votre logement n'a pas une dépendance électrique forte, c'est-à-dire que vous n'avez pas de système de pack, de pompe à chaleur, dans ce cas-là, la 3T vous voyez bien, et puis éventuellement vous pouvez augmenter la puissance en mettant 2 3T ou une 10T, c'est pas un problème. Par contre, si vous êtes électrodépendant, c'est-à-dire que vous avez des très gros consommateurs dans votre logement, encore une fois, je répète, une PAC, une pompe à chaleur, dans ce cas-là, la 5P, c'est vraiment l'appareil idéal, quoi. Parce que les pics, la capacité de sortie énergétique à pic est vraiment quelque chose d'intéressant, je montrerai juste après. Voilà pour moi ce qui va arriver pour les prochains mois. Je pense qu'au niveau chargeur, donc au niveau véhicule électrique, ce qui va arriver en Europe, ça sera sans doute la version de base. Le chargeur de base, ce ne sera pas le chargeur bidirectionnel, parce que le marché n'est pas prêt et le système de production n'est pas encore prêt, il y a beaucoup de certifications à passer, et de toute façon les véhicules ne sont pas encore disponibles sur le marché, seulement 1 ou 2 fabricants proposent vraiment des solutions viables aujourd'hui sur ce truc-là. Donc ce sera sans doute ce chargeur-là qu'on verra apparaître sur nos territoires. Le deuxième chargeur est vraiment quelque chose en cours de développement. Dernier point que je voulais revenir, c'est vraiment pour la partie stockage. Donc installeur, je vais revenir là-dessus. Storage. Et je crois que c'est par ici. Donc la 5T et la 3T. Compare batterie. Voilà, c'était cet écran-là. Cet écran-là est vraiment intéressant parce qu'on voit justement la comparaison d'une par rapport à l'autre. Alors, pour info, on va simplifier les choses. Une 10T
est juste une association. Il y a 3 blocs de 3T qui sont jumelés. Donc c'est pour ça qu'on a tout qui est simplement multiplié par 3 par rapport à ce qui est derrière. Par contre, les valeurs initiales ne sont quasiment les mêmes. En fait, c'est la même sortie. Mais par contre, là, on est simplement en 3 fois 3,5 kg, donc ça fait 10. On a ici 5 kVA de sortie. Donc les kVA, c'est ça le pic. Pendant 10 secondes, on a la possibilité de sortir quasiment 6000 watts. Là, pendant 10 secondes, on a la capacité de sortir seulement 2000 watts, un peu moins de 2000 watts. Donc là, typiquement, une pompe à chaleur pose problème. Si on en ajoute 2, bah forcément, on va être autour de 4. Et c'est là, justement, si on en ajoute 3, on arrive à 5,7 kg, qui est globalement à peu près autour de 6. Là, la 5P permet de pouvoir justement supporter les 3 secondes. Alors 3 secondes, c'est parce que justement, les climatisations ont cette exigence de lancement, qui est un lancement très très fort. Donc là, on peut monter à quasiment 7000 voltampères pendant 3 secondes. Et ensuite, on peut tenir pendant 10 secondes avec une capacité de 6000 watts. Donc, ce qui est l'équivalent un peu plus puissant que ce qu'on peut sortir pendant les 10 secondes sur la partie 10T. Donc, pour une 5P qui est la moitié de stockage ici, on a une puissance à pic qui est beaucoup plus élevée. Par contre, la puissance en continu, c'est-à-dire la capacité pour une plaque électrique, une plaque induction, etc., on est sur le même niveau qu'une 10T. C'est important à comprendre parce que ça veut dire que on est quand même avec une 5P, donc on n'a que 5 kWh de stockage au lieu de 10, mais on a une capacité de sortie en instantané de quasiment 4000 watts pendant un certain temps. Donc on a une stockage, ou du moins une durée, qui est plus courte de moitié, globalement, entre les deux. Mais c'est quand même quelque chose de vraiment très utile. A contrario, si on part sur la 3T, on n'a que 1.8. Donc là, typiquement, une plaque électrique qui serait allumée, ou un appareil, un gros aspirateur, ou je ne sais quel appareil qui ferait 2000 watts, mais en fait, l'appareil, donc la 3T seule, ne pourrait subvenir qu'une partie de cette puissance, de cet appel de puissance. Donc typiquement, moi, je vise celui-là et j'espère vraiment qu'elle sera distribuée très rapidement sur le marché européen. Pour le reste, donc en termes de poids, bah là typiquement on est à un poids de, alors c'est des Libs, donc on est sur ça doit faire 50 kg, à peu près 50 kg, ouais. Ouais, je crois que c'est cela, on va dire une quarantaine. Une quarantaine, là on est à peu près 3 fois plus parce que c'est simplement 3 blocs. Et bah là en fait on est à 1,5 fois plus. Ce qui est logique parce qu'on a 5000 watts de stockage, 5 kWh de stockage. La distribution, donc là, c'est exactement ce qu'on avait vu. Et puis la garantie aussi. Ils ont tellement confiance dans le matériel qu'ils ils ont étendu à 15 ans au lieu de 10 pour cet appareil. Petit détail, on a un système justement de contrôle. On a un contrôle par câble sur celui-là et non pas en Zigbee. Le Zigbee était quelque chose qui posait problème justement avec la 10T dans la partie où si vous l'éloignez trop loin du commutateur, donc de la passerelle. Donc ça posait problème parce qu'il fallait des relais en fait. Le Zigbee est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui a une portée assez limitée. Donc ça veut dire qu'il fallait implémenter des relais, ce qui pour un installateur est très vite compliqué parce qu'il faut gérer du wireless, etc. Donc du coup là, ils sont revenus sur la version câblée, comme on faisait dans les anciennes versions sur la partie IQ7, donc avec les anciennes batteries. Pour le reste, en fait, on est sensiblement au niveau du même système, au même mode de fonctionnement. Donc voilà mon feedback sur la partie batterie, donc ce que j'envisage pour l'année prochaine.